Voici notre récit d'aventure, celui d'Agnès et Christophe, partis pour un tour du monde à vélo en mai 2022. C'est à la force de nos jambes que nous avons décidé d'explorer le monde, équipés de nos vélos et de notre toile de tente. Je ne vais pas te faire un descriptif complet des équipements nécessaires, car il est très facile de trouver ce genre d'informations en ligne ou dans les livres. Mais si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est qu'après 1000 km de parcourus, nous avons investi dans une chaise pliable très légère et je t'assure que d'avoir un dossier comme compagnon de voyage est le meilleur ami que tu puisses te faire. Le premier objectif de ce voyage était le Cap Nord, le point le plus septentrional d'Europe, situé en Norvège. Nous sommes partis de Clermont-Ferrand, avons traversé une partie de la France pour rejoindre l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, puis la Norvège, avant de redescendre par la Finlande. Nous profitons du réseau Eurovélo pour rejoindre l'est de la France en empruntant un maximum de pistes cyclables. Puis nous longeons le Rhin en Allemagne pour atteindre les Pays-Bas, le paradis du vélo. Enfin, nous mettons le cap sur la Scandinavie en direction du Danemark. Nous avons adoré traverser ce pays, même si parfois le paysage peut sembler monotone à cause de ses nombreux champs de blé. Ce qui nous a vraiment plu, c'est les shelters. Ce sont des abris en bois, pas complètement fermés, où tu peux dormir avec ton duvet sans avoir à sortir ta toile de tente. En plus de ça, il y a toujours une grille et un endroit pour faire du feu. Christophe est vraiment dans son élément. Il y en a partout dans le pays et tu peux les retrouver directement sur une application gratuite qui porte le même nom. Les Danois ont un fort attachement à la nature. Ils aiment se retrouver en famille dans ces endroits pour profiter du calme environnant et savourer un délicieux barbecue. La Norvège aura laissé une trace en nous. Elle nous a marqués par l'effort physique et mental et je pense qu'on n'en revient pas indemne de ce pays. On a laissé quelque chose là-haut. C'est aussi un tournant dans cette aventure, celui où tu dépasses vraiment tes limites, où tu traverses des endroits au cœur des grands espaces en faisant face au vent, au froid, à la solitude et à tes doutes. L'arrivée au Cap Nord se fait avec une tempête qui nous oblige à nous arrêter plusieurs fois au milieu de la route pour maintenir nos vélos, car les vents sont tellement violents qu'ils nous soulèvent. Les voitures attendent derrière nous dans le brouillard et j'imagine qu'ils doivent nous prendre pour des fous. Cette étape me laisse à penser que je suis capable d'aller encore plus loin. Après les difficultés, les pleurs, les doutes, je l'ai fait. Nous qui ne sommes que deux aventuriers débutants, qui n'avons jamais fait de voyage à vélo auparavant, pour qui la bicyclette était un vieux souvenir d'enfance ou encore un vent de liberté le dimanche à parcourir les 10 km autour de la maison, où les côtes à 3% du début me paraissaient insurmontables, me voilà traverser la toundra norvégienne pour atteindre le Grand Nord. Les paysages de la Laponie finlandaise en automne sont superbes. Les jours raccourcissent et les nuits sont beaucoup trop longues quand on a froid. Le hurlement des loups au loin nous rappelle que nous sommes bien en terre sauvage.
Le deuxième objectif maintenant est de descendre au sud de l'Europe et de rejoindre la Grèce. Après la Finlande, nous traversons les pays baltes. Ancienne terre soviétique, on sent que l'histoire n'est pas complètement effacée et pour la première fois du voyage, on commence à voir la pauvreté et la difficulté des peuples. On rentre ensuite en Pologne. L'hiver arrive, Christophe a un problème au genou, il faut qu'on s'arrête. Alors on s'arrête de mi-novembre jusqu'à début mars pour travailler en échange du logement. Ça nous permet de nous initier à la vie polonaise qui me tient particulièrement à cœur car mes ancêtres vivaient ici et je renoue alors avec mes racines. Les rencontres s'enchaînent et on reprend la route avec la neige pour rejoindre le sud et le soleil. Après la Slovaquie, nous longeons la frontière austro-hongroise pour nous retrouver en Slovénie. On se réchauffe avec de bonnes soupes des pays de l'Est et dormons principalement au chaud dans des hébergements bon marché. Nous sommes aussi à plusieurs reprises accueillis par des locaux ou des expatriés, soit parce qu'on nous a donné un contact ou alors via la plateforme Warm Shower qui met en relation des personnes dont l'intérêt principal est le vélo et le voyage. On fait alors de très belles rencontres. Les Balkans ne nous font pas de cadeaux. Les pentes sont raides, les jambes forcent, mais les paysages en valent la peine. Les jours rallongent et on apprécie mieux de camper, les yeux rivés sur les rocheuses calcaires et l'Adriatique. Aujourd'hui encore, je peux sentir l'odeur du maquis. Notre route se poursuit au Monténégro, en Bosnie et en Albanie. C'est une véritable découverte pour nous et aussi une première immersion dans la culture musulmane. Après avoir traversé l'ancienne cité d'Ulysse et d'Achille, il est l'heure pour nous de quitter l'Europe pour le Moyen-Orient. Ça nous fait quelque chose cette traversée en bateau pour rejoindre la Turquie. C'est un peu le début de l'aventure en terre inconnue et le changement de culture. Ah, la Turquie, le peuple turc est incroyable. Il n'y a pas un jour où on n'est pas invité à boire un chai, le thé local et à partager un instant de vie ensemble. Un matin, après plusieurs kilomètres en vélo, on arrive dans un petit village et comme toujours, on a faim. On voit plusieurs personnes qui cuisinent dehors dans des grandes marmites, alors on imagine qu'il doit y avoir une fête qui se prépare. On nous fait signe de venir et une famille très souriante et amicale nous invite chez elle et nous offre un repas complet. On discute avec la femme qui nous a reçus et elle nous dit qu'aujourd'hui, c'est l'enterrement de sa mère et que lorsqu'il y a un décès, ils préparent et ils offrent de la nourriture. À ce moment-là, on est complètement déstabilisé et confus, car rien ne laissait paraître un tel événement. On comprend donc que c'est leur façon d'accueillir la mort dans leur culture.
Malgré ça, on passe un très bon moment avec eux et on fait même une photo de groupe avec toute la famille qui s'est réunie. On repart les larmes aux yeux en se demandant si ce moment qu'on a vécu était bien réel. Quitter la Turquie nous déchire le cœur qui pourtant est déjà bien rempli. Nous traversons maintenant le Caucase par la Géorgie et l'Arménie. La frontière avec l'Azerbaïdjan étant fermée, c'est par le sud que nous passerons. Alors, direction l'Iran. Nous ne connaissons que très peu de choses à son sujet, si ce n'est ce qu'on a pu écouter dans les médias. Mais tous les voyageurs qu'on a pu lire ou entendre nous ont donné envie d'aller découvrir celle qui avant se nommait la Perse, une terre chargée d'histoire. Ce pays est une immense découverte pour nous et un vrai coup de cœur. Les paysages sont remarquables, nous n'avions jamais vu ça auparavant. Entre les grands rocs et le désert, on a parfois l'impression d'être sur une autre planète. On suit les rivières asséchées et on se rend compte de l'importance de l'eau quand il fait si chaud. Heureusement, on peut compter sur la générosité exceptionnelle des Iraniens. Ce peuple est incroyable. Leur générosité et leur accueil nous prouvent encore une fois que ce sont souvent les plus pauvres qui nous donnent le plus. Pendant plus d'un mois, on nous offrira de la nourriture, de l'eau, un toit et on nous fera visiter des sites exceptionnels. Les larmes montent sur mon vélo et je me dis comment je vais pouvoir à mon tour rendre tout ce qu'on m'a donné. Nous sommes bouleversés de recevoir autant d'amour et d'attention. Nous ne comprenons pas et nous ne nous sentons pas légitimes, nous qui sommes nés en France, qui avons cette chance d'avoir un passeport français et de pouvoir voyager comme bon nous semble. Ici c'est différent, la plupart ne sont jamais sortis du pays, pas qu'ils ne veulent pas mais ils ne peuvent pas, et certains n'ont même jamais vu d'étrangers. Le gouvernement en place et la façon de diriger le pays ne reflètent en rien l'image de son peuple. De toutes les personnes rencontrées, aucune n'est en accord avec le système du pays et malgré cette souffrance, elles ne baissent pas les bras et rêvent d'un monde meilleur pour leurs enfants. Le sourire, l'accueil, la force et la résilience des Iraniens n'a pas d'égal dans ce monde et reste profondément ancré à l'intérieur de nous. Il est temps pour nous de quitter l'Iran pour rejoindre le Pakistan. Une partie un peu difficile nous attend, la traversée de la région du Baloutchistan. Elle se fera depuis la frontière sous escorte militaire par les Lévis, car c'est une zone dangereuse contrôlée par les talibans avec un risque terroriste élevé. Un peu plus de 600 km nous séparent de la ville de Quetta, que nous rejoindrons en 2 jours après une journée d'attente. Ces 2 jours ont été pour nous parmi les plus éprouvants du voyage. On fera 18 changements de véhicules, souvent pas adaptés à tout notre matériel, en seulement 48 heures avec des dizaines de contrôles de nos passeports. La pauvreté, la chaleur, la poussière, les enfants qui travaillent, pour la première fois du voyage, c'est le choc culturel. Nous rejoignons Islamabad en bus sans en avoir le choix, avec plusieurs points de contrôle sur la route. On vérifie nos passeports, on nous prend en photo, on comprend que ça sera la photo diffusée si on disparaît. Nous faisons la demande de nos visas indiens, puis partons pour le nord du pays retrouver un peu de fraîcheur dans la chaîne montagneuse du Karakorum, au cœur de l'Himalaya. L'endroit est magique. Nous troquons nos vélos une semaine pour le sac à dos et allons explorer les vallées et les grands glaciers. Nous sommes entourés de pics montant à 7000 mètres d'altitude. On en prend plein les yeux. Et la culture ici est bien différente du reste du pays, notamment avec des influences asiatiques, étant donné la proximité avec la frontière chinoise. Il est maintenant l'heure d'aller récupérer nos nouveaux visas et d'entrer en Inde. Je pense que pour un voyageur en vélo, traverser l'Inde est loin d'être une partie de plaisir. Nous sommes descendus jusqu'à Bangalore, au sud du pays.
Nous avons aussi pris 2 fois le bus, mais ces 3 semaines en Inde nous ont littéralement épuisés physiquement et mentalement. La tourista est venue s'emparer de nous, la pollution constante et la chaleur nous rendent malades. Des foules de gens nous oppressent, on nous prend en photo 50 fois par jour, on a des crevaisons dès le matin à cause des aiguilles des arbres, on craque, on est à bout. Malgré tout, on arrive à rejoindre notre destination et on voit aussi de belles choses, comme des temples hindous, les singes, les immenses arbres et les couchers de soleil qui nous rappellent qu'on a réussi à passer une journée de plus. On imagine qu'en d'autres circonstances, l'Inde est fascinante. Mais en vélo, on est bien plus vulnérable et tout est plus compliqué, ne serait-ce pour trouver un endroit où mettre notre tente le soir. Nos cerveaux ne se reposent jamais et nous non plus. Il est temps pour nous de quitter le Moyen-Orient pour rejoindre l'Asie. Premier avion pour nous avec beaucoup de stress pour cette première fois, mais c'est avec des vélos bien emballés et nos sacoches filmées que nous atterrissons à Kuala Lumpur en Malaisie. Fini la chaleur aride, nous rentrons dans un immense hammam. C'est la saison des pluies, il fait 40 degrés avec 100% d'humidité. Le pire climat pour un cycliste. Mais peu importe, nous sommes heureux d'être là. Le retour à la modernité et au confort nous déboussole, nous ne savons plus où donner de la tête. Mais ça nous fait aussi beaucoup de bien. On prend quelques jours pour se remettre de tout ça et reprendre des forces, mais aussi pour manger, notre plus grand plaisir. C'est parti pour un nouveau chapitre, l'Asie du Sud-Est. Nous reprenons la route pour traverser la Malaisie, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam et le Cambodge. Pendant 5 mois, nous avons découvert des paysages incroyables. Avec l'humidité, la flore est très riche et très verte. Les arbres sont gigantesques, les palmiers sont partout, les singes nous accompagnent sur la route. La diversité de goût des fruits est dingue. On se nourrit de fruits du dragon, bananes locales, fruits de la passion, mangoustans. On boit du jus de sucre de canne frais et d'innombrables cafés glacés. On s'adapte à la cuisine asiatique et c'est pas toujours simple. On peut trouver de la bonne nourriture, mais pas partout. Les saveurs, les odeurs, la culture, tout est différent de ce qu'on connaît. Mais ce qu'on retient aussi, c'est la douceur des gens. En Asie, il est très mal vu de s'énerver et encore plus en public. C'est pourquoi il règne une atmosphère très relaxante. On apprend à garder son calme et on emmagasine une bonne énergie. Les Malaisiens sont vraiment agréables. Le sourire des Thaïs n'est pas une légende. Ce peuple nous accueille à bras ouverts. Les Cambodgiens nous touchent par leur attachement et cette facilité à nous sourire malgré leur tragique passé. Notre plus grand ennemi dans tout ça, c'est la chaleur et les moustiques. Alors on se couvre les bras, on met nos casquettes car finalement on régule mieux la température de notre corps en s'habillant qu'en se badigeonnant de crème solaire et surtout on protège mieux notre peau des UV qui sont très élevés dans cette région du monde. Une fois la boucle bouclée, nous décidons d'aller dans un endroit plus frais et mettons le cap en direction du printemps japonais. Arriver au Japon, c'est aussi retrouver de l'eau potable après 8 mois sans, mais aussi avoir des toilettes partout, d'autant plus qu'ils sont propres et fonctionnels. Trouver des commerces de proximité à chaque coin de rue, avec de l'eau chaude à disposition pour faire son café ou ses nouilles, des plats préparés très bon marché et délicieux, dormir dans des parcs publics sans se poser de questions. Bref,
Une vie de rêve pour deux jeunes aventuriers comme nous, et pour tout vous dire, ça fait du bien. Les Japonais sont d'une politesse et d'un respect incroyables. Et bien qu'il y ait la barrière de la langue, ils sont assez curieux et désireux de venir vers nous. On nous a d'ailleurs offert à plusieurs reprises des boissons ou de la nourriture. Alors si tu pars au pays du soleil levant, tu plongeras dans un monde immersif et fascinant, où la richesse de l'ancien te rappelle un temps passé, mais aussi celui du présent, où la modernité et les hauteurs se parent de mille et une couleurs, et ce contraste saisissant, finalement, se font naturellement. L'étape suivante, c'est d'aller en Indonésie et plus particulièrement à Bali. Après 7 mois en Asie et 9000 km parcourus, nous sommes pas mal épuisés. Il faut à nouveau s'acclimater à la chaleur écrasante, à des conditions de vie plus précaires que celles du Japon, mais aussi à la circulation. Nous faisons alors le choix de poser nos vélos pour une exploration en sac à dos et nous ne regrettons pas notre choix. Nous découvrons plusieurs îles avec des cultures différentes comme Bali, Java et Lombok. Ce sont des terres volcaniques et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour profiter de la richesse de la terre et explorer l'inconnu. La nature nous offre encore un spectacle à couper le souffle. On en prend plein les yeux. C'est maintenant l'heure du 3e chapitre de cette aventure, l'Océanie. Après un mois d'exploration et Christophe n'ayant toujours pas reçu son visa pour l'Australie, on décide d'aller en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Nord pour travailler dans un camping. Arrivé à Auckland, il fait 4 degrés. On a donc perdu plus de 30 degrés. Le corps en prend un coup. On se dirige au camping où on nous offre l'hébergement avec chauffage, le grand luxe. On en profite pour explorer les environs. Les terres sont magnifiques, tout est très vert, même en plein hiver. Nous n'avons malheureusement pas le temps de voir l'île du Sud, mais ce qui est sûr, c'est que nous reviendrons à la rencontre du peuple maori et de sa culture. Dernier pays de cette première partie d'aventure, l'Australie, la terre des aborigènes. Il est temps pour nous de nous arrêter 1 an dans ce pays pour travailler et refaire des économies pour la suite de notre aventure, car il nous reste encore les Amériques et l'Afrique à traverser. Alors on garde tout notre matériel avec nous, on investit dans une voiture pour pouvoir sillonner ce vaste pays, aussi grand qu'un continent. On fait le bilan à présent, et après 36 pays traversés et 25 000 km parcourus en vélo, nous n'avons toujours pas épuisé notre soif d'aventure. La vie est soit une aventure audacieuse, soit rien. Nous vivons dans un monde merveilleux, rempli de beauté, de charme et d'aventure. Il n'y a pas de fin aux aventures que nous pouvons vivre si seulement nous les recherchons les yeux ouverts. Notre plus grande aventure humaine est l'évolution de la conscience. J'aimerais te dire qu'il existe autant d'humains sur cette terre que de façons de voyager. Alors n'essaie pas d'être dans les clous, mais plutôt bien dans tes bottes. Ça sera ta meilleure façon d'avancer. Tout le monde est capable d'avancer. Il ne faut pas de diplôme ou d'entraînement pour ça. Juste l'envie, la volonté et la détermination. Avoir un objectif en tête est important. Il faut s'en donner à différents stades de l'aventure. Court, moyen et long terme, c'est plus facile pour avancer et aussi pour se féliciter. N'aie pas peur du monde ou de ce qu'on t'en dira. On apprend un peu avant, mais on construit sur le terrain. Prends le temps de t'imprégner des choses et surtout fais confiance à ton intuition. Elle est ton guide ultime dans ce genre de voyage. Partout où nous sommes passés, nous avons toujours eu l'impression d'être au bon endroit au bon moment et surtout de faire partie à part entière de ce monde. L'être humain a une faculté d'adaptation incroyable. Malgré les moments difficiles, on s'est toujours senti à notre place.
Alors oui, un tel voyage implique des sacrifices. On fait aussi le choix de laisser notre ancienne vie derrière nous, mais aussi les personnes qui nous entourent. Mais j'ai aussi appris que cette aventure, on ne la vit pas seule, car on emmène avec nous toutes les personnes désireuses de voyager, mais qui n'en ont pas fait le choix. Et à travers nos yeux, ils découvrent aussi le monde comme nous le percevons, sans filtre et tel qu'il nous apparaît. C'est donc aussi une invitation à tous les rêveurs et un voyage par procuration à ceux qui souhaitent rêver leur vie. Ça implique aussi d'être prêt à vivre le dépassement de soi, à se faire du mal pour se faire du bien, parce qu'on n'a rien sans rien, et la souffrance dont l'objectif est louable te répare. Car elle te donne la force d'aller chercher au plus profond de toi, dans des recoins que même toi tu ne connaissais pas, pour enfin laisser place à la délivrance, à la joie, à la reconnaissance et à l'émerveillement de soi. Peut-être que le voyage ne consiste pas tant à devenir quoi que ce soit. Peut-être qu'il s'agit plutôt de se défaire de tout ce qui n'est pas soi, afin de pouvoir être ce que l'on était censé être au départ. Finalement, comme le disait si bien Nicolas Bouvier, un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait.